cet événement du 4 février 1794, d'abord à travers son contexte. Que s'est-il passé avant, hein? Où en est la situation des différents territoires d'outre-mer et la situation politique parisienne, bien sûr, à la veille du décret d'abolition, à la veille du 4 février 1994, où en est-on en France de la situation politique, hein, qui a évidemment profondément changé depuis 1789, ce qu'il en est de la situation du contexte, hein, à la veille de l'abolition dans le territoire concerné. En fait, je me suis aperçu très rapidement que les grandes histoires de la Révolution, celles que lisent nos étudiants, les histoires de Georges Lefebvre, les histoires de Albert Soboul, les grandes histoires de Michel Vauvel, qui a été mon maître, sont des histoires qui font l'impasse sur l'histoire des colonies. On raconte un récit très franco-français de la Révolution française, et puis ça se passe entre Paris et les provinces, entre Paris et les pays européens. Puis bon, quelquefois apparaît quelques lignes, pas beaucoup plus. L'histoire de la Martinique, de la Guadeloupe et bien évidemment de Saint-Domingue. J'ai été effaré quand même par cette absence totale de l'importance capitale pour moi de l'histoire des colonies dans la Révolution. Et nous avons voulu, c'est une volonté, commencer par l'histoire des colonies. Parce que, c'est mon intime conviction, c'est en fait l'histoire de la Révolution française ne commence pas simplement à Paris, elle commence pas simplement avec la prise de la Bastille, elle commence bien avant. Elle commence bien avant et dans les îles sucrières, dans les îles donc colonisées des Antilles. Voilà pourquoi mon premier article s'appelle « Toute révolution est une guerre d'indépendance ». Je reviendrai sur ce thème-là si vous m'en posez des questions. Et voilà pourquoi le deuxième chapitre ouvre sur les pages de Frédéric Régent sur la révolution dans les colonies. Nous, historiens, nous sommes toujours amusés quand on entend parler de globalisation. Tu parles de la globalisation. Pour nous, historiens du XVIIIe siècle, elle a commencé. Et pas une globalisation heureuse. Une globalisation dramatique. Une globalisation tragique. Celle qui se construit sur la traite négrière, la spoliation, la destruction, le saccage de centaines de milliers de personnes déportées de force d'Afrique vers vos îles. Donc on pensait que cette globalisation, que je pense malheureuse, du XVIIIe siècle, lorsque la France et l'Angleterre sont engagées dans une lutte à mort pour la domination des empires coloniaux, à des coûts humains catastrophiques, donc, et l'histoire de ces îles en est directement le témoignage. Car la Révolution commence ici, après la guerre de 7 ans, en 1763, quand le monde bouge. Ça commence ici, ça commence pas simplement dans les quartiers du centre de Paris. Alors, ça me semblait important de poser en place cette introduction. Très tôt, dans le débat des députés, qui sont réunis d'abord à Versailles, puis à Paris, la question coloniale va devenir une question centrale. Je passe sur les aspects économiques essentiels, sur les aspects diplomatiques avec l'Angleterre qui sont essentiels pour arriver à une problématique qui nous intéresse aujourd'hui. De suite, certains députés vont avoir l'intuition que on ne peut pas accueillir la délégation, par exemple, des députés des colons planteurs de Saint-Domingue si l'on ne prend pas en compte l'immense population servile qu'ils prétendent représenter, mais qu'ils ne veulent évidemment pas à côté d'eux. Mirabeau est un homme qui a 1000 défauts, 100 000 défauts, mais enfin, il a une qualité. Il a toujours été l'ami des Noirs. En 1788, il participe à la création d'une société qui s'appelle la Société des Amis des Noirs. Et le 3 juillet 1788, on est loin du 26 août 1789, le 3 juillet 1788, dans un magnifique discours, Mirabeau dit « Nous ne pouvons pas reconnaître la délégation des députés de Saint-Domingue, qui fait qu'elle ne prend pas en compte toute cette population servile. Et notre devoir d'hommes régénérés, de révolutionnaires qui voulons inventer une nouvelle citoyenneté est de prendre en considération la dimension humaine de tous ces Noirs. Et tant que nous ne l'aurons pas pris en cause, nous ne serons pas une vraie assemblée du peuple, nous ne serons pas une vraie assemblée du peuple français. Très vite donc, la question du statut, bien sûr, complexe, parce que, vous le savez bien mieux que moi, entre les libres de couleur et les personnes serviles va poser problème, mais très vite est au cœur des discussions. Alors, bien sûr, les grands jalons sont les suivants, donc on va discuter du statut, bien sûr, d'abord des hommes libres de couleur, mars 90,
le grand débat de mai 1791 avec les phrases célèbres de Robespierre, donc, où l'on va accepter que les enfants des livres de couleur deviennent, dans une deuxième génération, citoyens, puis de façon quelque peu inique, il faut bien le dire, la Constitution de 91 va revenir en arrière en disant, en excluant les colonies du texte de la Constitution, puis la législative, mars puis avril 92, la loi du 28 mars, puis le décret de promulgation ou d'application, comme on dit à l'époque, du 4 avril 1792, va reconnaître aux livres de couleur la citoyenneté, mais ce ne sera pas sans difficulté. Le lobby des colons, fameux club de Massiac, brutalement esclavagiste, violemment anti-noir, est toujours là, toujours présent. Pendant les 10 ans d'ailleurs de la Révolution française, ces gens ne désarment pas, ils sont foncièrement esclavagistes et ils vont faire partie des luttes révolutionnaires. Là-dessus, et donc pour expliquer le débat où on en est au moment de la veille du 4 février 1794, des événements très violents ont eu lieu en France. Des événements très violents ont eu lieu en France. Août 1792, la monarchie s'effondre. Une guerre civile, plusieurs centaines de morts devant le palais des Tuileries. La République française naît dans le sang. Et immédiatement, pour certains hommes, dont Brissot, qui a, depuis le début de la Révolution, dès juillet 1789, lié son combat à l'abolition de l'esclavage, la République est là. Nous sommes en septembre 1792, les discussions vont aller bon train, jusqu'à la Constitution de juin 1793. La Constitution va être votée, mais comme nous sommes en état de guerre, elle ne va pas être appliquée. L'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme de cette Constitution rappelle que nul être ne peut être vendu ni se vendre. Alors, c'est une porte ouverte, bien sûr, pour tous les abolitionnistes. Simplement, comme toujours, le texte de droit peut être interprété, c'est toute la jurisprudence, dans un sens ou dans un autre. Mais enfin, c'est écrit dans la Constitution. Certains disent qu'elle n'a pas été appliquée. Oui, mais le fait que ça a été voté, c'est très important. À la veille du 4 février 1794, il faut que vous sachiez, mais vous le savez, je ne fais que le rappeler, bien sûr, la France est à feu et à sang. La France est un pays à feu et à sang. Une guerre civile très très importante, donc déchire la France. Depuis le mois de septembre 1793, s'il est vrai que nominalement et spécifiquement, si l'on veut être très rigoureux en histoire, et il faut l'être, l'état de terreur n'a pas été mis à jour, il n'y a pas eu de déclaration de mise à jour de la terreur, il n'en demeure pas moins. La France vit sur une sorte d'anomalie constitutionnelle, pleinement assumée par les députés, qui s'appelle le gouvernement révolutionnaire. La Constitution a été suspendue. Pour sauver la République, on a mis en place le gouvernement révolutionnaire. Donc, la guerre fait rage de partout. Et comme vous le savez, la guerre fait aussi fait rage dans les îles. Pourquoi? Parce que les Anglais sont trop contents de ce qui se passe en France et vont faire porter leur effort au travers de la thalassocratie anglaise, le pouvoir sur la mer, sur le blocus et le blocage de ces îles, donc dans les Antilles. Donc la situation est véritablement apocalyptique, je crois que le terme n'est pas trop fort, et il faut sortir de cette situation et donc traiter en urgence la question qui terrorise les députés, c'est si Haïti bascule du côté des Espagnols et des Anglais, tout aura été perdu. La Martinique va être occupée par les Anglais, la Guadeloupe est dans la situation que vous connaissez très bien. On est à la veille donc de cette situation-là. Alors, c'est un espace à la fois colonial et esclavagiste. Colonial, alors, il y a d'abord les colonies de l'Espagne, à savoir Cuba, Puerto Rico, et la partie orientale de Santo Domingo, enfin Hispaniola, que Christophe Colomb a appelé Hispaniola, qui a d'ailleurs un destin assez tourmenté. Et puis alors, tout à fait au sud, il y a encore l'île de Trinidad, qui est encore espagnole. Elle ne sera conquise par les Anglais, les Britanniques, qu'en 1797. Alors, il y a également alors les colonies britanniques, la Jamaïque qui avait été enlevée aux Espagnols, et aussi alors surtout ce qu'on appelle les Leeward Islands, c'est-à-dire les îles sous le vent. Ce sont les petites îles, je ne vais pas les énumérer, au nord de la Guadeloupe, Antigua, Montserrat notamment. Et dans les petites Antilles, il y a d'une part la Barbade, qui est, on peut dire, la colonie très british,
de la région. On dit même que c'est la seule île que George Washington ait visitée avant l'indépendance des États-Unis. Et il y a surtout alors des îles, des colonies qui ont été conquises sur les Français à la faveur des guerres de la Révolution, notamment la Guadeloupe, la Martinique ou Sainte-Lucie. On peut dire que dans l'ensemble, pour résumer, dans ce qu'on appelle les Petites Antilles ou les Windward Islands, n'est-ce pas, ce sont les Britanniques qui dominent soit par colonisation, soit par occupation. Donc voilà un peu la situation, enfin, ce que j'ai esquissé. Il y a aussi des colonies néerlandaises, une partie de l'île de Saint-Martin, et puis surtout, les colonies néerlandaises, c'est surtout sur le continent. Mentionnons aussi sur le continent la Guyane française, qui va servir d'ailleurs de lieu de déportation déjà. Donc voilà un peu esquissé cette situation géopolitique de l'espace Antilles-Guyane au moment où il y a l'abolition. Alors l'esclavage est un espace esclavagiste, l'esclavage est plus ou moins important suivant le degré de développement, suivant les normes de l'époque évidemment, de l'économie de ces diverses colonies. Il est relativement moins important à Cuba ou à Puerto Rico, qui sont encore relativement moins développés que les colonies françaises. Alors, j'avais mentionné, je ne l'ai pas oublié, la partie occidentale de l'île de Saint-Domingue qui deviendra Haïti et qui est en plein, à l'époque au moment où il y a l'abolition, il y a en plein bouleversement du fait de la révolte des esclaves, d'où émergera peu à peu le pouvoir de Toussaint Louverture. Mais en fait, ça, ce sont des développements ultérieurs. Officiellement, bien officiellement, c'est encore une colonie française, cette partie occidentale, qui prendra bien plus tard, enfin une dizaine d'années après, la dénomination amérindienne d'Haïti. Donc voilà la situation dans cet espace colonial, avec encore une fois une importance plus ou moins grande de l'esclavage suivant le degré de développement. N'oublions pas tout de même l'immense espace continental américain. Bon, il y a les colonies, les anciennes colonies britanniques se sont émancipées, mais où sévit l'esclavage dans une partie, tout au moins, de ces États, pour reprendre la terminologie. Il y a l'immense empire espagnol avec les pays qui sont aujourd'hui le Mexique, l'Équateur, le Pérou, n'est-ce pas, où il y a à la fois l'esclavage, mais aussi, on l'oublie quelquefois, le servage des Amérindiens, quand ils n'ont pas été exterminés. Donc, et puis alors, il y a le Brésil, qui est également une colonie encore très, très esclavagiste. D'ailleurs, ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que l'esclavage sera supprimé au Brésil. Donc voilà un peu la situation que je me suis efforcé de résumer, n'est-ce pas, au moment où la Convention décide de l'abolition de l'esclavage. Une tragédie de Lamartine, qui n'est pas du tout mentionné d'ailleurs à ma connaissance dans les ouvrages de littérature française. C'est une tragédie de Lamartine qui est consacrée à Toussaint Louverture. Alors il se trouve que j'ai eu la chance de mettre la main sur une édition d'origine que lui fait Rodier. Et puis alors deux autres ouvrages. Un discours en 1826 d'un député de la Corrèze, il s'appelait Alexis de Noailles, qui justifie la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. Et on s'aperçoit en lisant ce discours que certains préconisaient, malgré l'échec particulièrement sanglant de la première expédition, préconisaient une nouvelle expédition. Et Alexis de Noailles fait un discours qui me paraît être un discours de décolonisation. Voilà, et puis dernier ouvrage, je ne vais pas être trop long, c'est un plaidoyer d'un avocat, Gatine, qui va siéger plus tard dans la commission d'abolition de l'esclavage et qui défend la réclamation d'une affranchie de la Martinique, Marie-Sainte Platon, qui réclame la liberté de son mari et de ses enfants qui étaient restés en esclavage. Voilà donc trois ouvrages dont j'ai les éditions d'origine, et évidemment celle qui me paraît la plus précieuse, c'est la tragédie de Lamartine consacrée à Toussaint Louverture. Nous allons commencer évidemment par la plus grande, la plus riche,
des colonies, Saint-Domingue, celle qui a eu l'histoire aussi la plus extraordinaire, si on peut dire, à cette époque, puisqu'elle a accédé très rapidement à l'indépendance en 1804. Alors, Haïti, Saint-Domingue, donc au moment de l'abolition, brièvement présenté, on peut dire que c'est une situation d'attente. Entre le 29 juin 1793, qui est le moment où le commissaire civil Sotonax va prononcer l'abolition de l'esclavage dans des circonstances extrêmement troublées dans la ville du Cap-Français, pour faire face à un mouvement royaliste, entre guillemets, c'est-à-dire un mouvement qui était orchestré par le gouverneur avec le soutien des assemblées coloniales qui représentaient essentiellement les grands planteurs. Pour faire face à ce coup de force, donc Sotonax va faire appel à la garde nationale, essentiellement composée à ce moment-là de mulâtres, à un groupe de soldats métropolitains dirigés par Étienne Lavaux, qui deviendra gouverneur par la suite, et qui avait pris le parti aussi du pouvoir légal, et de groupes de Noirs qui étaient dans les mornes, dans les collines autour du Cap, dirigé notamment par un Noir Pierrot qui deviendra par la suite général. Et donc c'est cette coalition qui va chasser Galbaud. Et à la suite de ce renversement de situation, donc les commissaires civils, Sotonax et Polverel, prennent la décision d'abolir l'esclavage pour, tout de même, surtout dans un premier temps, pour les Noirs qui ont pris les armes pour défendre le pouvoir métropolitain, et puis par la suite, ça va être étendu à l'ensemble d'ailleurs des anciens esclaves, moyennant un contrat de travail qui stipulait les 3 ou 4 parts, c'est-à-dire une part pour les rendements, une part pour le propriétaire, une part pour les cultivateurs, et une part pour l'État. Donc on a ce système qui est mis en place donc fin juin, bon disons dans l'été 1793, parce que dans le sud, ce sera prononcé au mois de septembre. Alors voilà une borne, et l'autre borne c'est juin 1794, donc un an plus tard, lorsque Toussaint Louverture se rallie au pouvoir métropolitain à son tour, c'est-à-dire lorsque l'armée de Toussaint Louverture va venir, après une longue correspondance et une longue série d'approches, va venir soutenir donc le dernier général républicain en place, le général Étienne Lavaux. Entre les deux, eh bien, il y a une situation qui est extrêmement confuse. D'abord, pour le premier point qu'il faut rappeler, c'est que quand les députés prennent la décision d'abolir l'esclavage à la Convention, ils n'ont absolument aucune connaissance de ce qui se passe sur place. On peut même dire en quelque sorte que, globalement, ils pensent que la colonie est perdue. 2 autres points quand même qui me paraissent importants. C'est septembre 1793 ont lieu des élections dans la région du Cap pour les députés. Donc on décide qui décide? Le commissaire, les commissaires civils décident d'organiser des élections pour élire des députés à la Convention nationale. Donc une députation dite tricolore, avec des Blancs, Dufay et Garneau, des Noirs, Bellet et Joseph Boisson, et des mulâtres, Mills et Réchin, qui sont élus. 3 d'entre eux vont partir pour la Convention nationale dans des circonstances extrêmement mouvementées, puisque je maintiens que les Français ne savent pas du tout l'état de la colonie, parce que la colonie est en état de blocus anglais, complètement. Donc ils vont partir, déjouer le blocus, passer par les États-Unis, c'est-à-dire les 3, c'est Bellet, Dufay et Mills, et Garneau, il viendra un peu plus tard. Et donc, passer par les États-Unis, par Philadelphie, et là, ils se font agresser par les réfugiés de Saint-Domingue, qui avaient été réfugiés là après le coup d'État de Galbaud, qui s'était trouvé en place, qui vont essayer d'assassiner Bellet. Et finalement, ayant échoué, enfin, ils obtiennent la protection du consul de France à Philadelphie, et ils vont arriver en France. Ils se font d'ailleurs arrêter à leur arrivée en France, puisque ils avaient été dénoncés par les représentants des colons, notamment Page et Brulet, qui, à leur arrivée à Lorient, vont les mettre en état d'arrestation, les déclarer comme suspects, et c'est le représentant local, Prieur de la Marne, qui va les faire libérer
et leur permettre d'arriver finalement, après toutes ces péripéties, le 15 Pluviose en 2, donc à la Convention nationale. Saint-Domingue, c'est pas seulement la plus grande, la plus riche des colonies, c'est celle où l'abolition a été proclamée localement en premier, dès 1793, un an avant. Et la Martinique, effectivement, se présente dans une situation assez particulière. Elle est dans les plus anciennes îles colonisées. Elle a une population de planteurs importante, une population également d'hommes de couleur déjà très assimilés, qui ont rejoint même ce camp des colons. Elle n'est peut-être pas prête, elle est loin d'être prête à remettre en cause un ordre si solidement établi. J'ai bien aimé l'expression qu'a employée Foumel tout de suite, avec ce patriotisme outrancier. Et effectivement, c'est même sous le nom de patriotes que se sont auto-désignés des gens qui n'étaient absolument pas patriotes, mais qui voulaient tellement montrer aux yeux de la métropole une vitrine à la mode du moment qu'ils ont endossé ce costume. En réalité, il y a une chape très importante, à la fois de colons, mais aussi de libres de couleur très installés dans des positions finalement très proches, même si entre eux le rapport est loin d'être évident. Mais en façade, c'est un élément très important. Résultat, l'esclavage est quelque chose qui, en dessous de ces deux couches, est absolument occulté et dont on ne veut effectivement pas entendre parler. Les choses vont très loin, au sens où l'abolition sera quelque chose dont on ne voudra pas entendre parler, qu'on ne voudra pas voir du tout, même à la Martinique, ce qui fait que toutes les précautions seront prises avec les collusions métropolitaines qu'on aura l'occasion de voir pour empêcher tout simplement que le décret d'abolition arrive. Mais en tous les cas, il n'y aura pas d'abolition, et je serais désolé de parler de non-abolition en ce qui concerne la Martinique pour février 1794, puisque depuis plusieurs mois, l'île est déjà passée, et on verra comment, passée aux Anglais. Bon, ça ne s'est pas fait tout seul, on leur avait peut-être tendu un certain tapis rouge. Tu peux éventuellement déjà, puisqu'on va jusqu'à la veille du 4 février, tu peux déjà expliquer le passage de l'île aux mains des Anglais? Oui, alors ce passage aux mains des Anglais a été largement préparé. Il a été tenté une première fois un an plus tôt, il a échoué. Il est préparé en réalité par des colons qui sont sur place, mais des colons aussi qui sont à Paris, et avec également le truchement de libres de couleur qui ne sont pas forcément d'emblée acquis à la cause des esclaves, bien moins sans doute qu'à Saint-Domingue, et qui font que les libres de couleur vont pouvoir se rapprocher d'une élite de planteurs blancs pour lesquels il y aura au moins un point commun, ce sera celui de ne pas vouloir que. Et précisément, si la tentative première d'invasion est un échec, la seconde, dans l'année 1793, va aboutir au résultat qu'on sait, puisque lorsque le décret du 4 février est acté à Paris, eh bien, déjà, l'île est en train de passer à ce moment-là dans les mains des Anglais avec cet accueil. Et le mois qui suivra, le mois de mars, en fait, sera le mois du renvoi de tous ceux qui étaient les porteurs de ce décret et de la cause républicaine avec elle. Donc, on aura une période qui, à partir de mars 1794 et pour de longues années, sera pour la Martinique une période de maintien dans un ancien régime, mais avec une tête anglaise, sachant que la française était décapitée, et qu'en fin de compte, il y aura une espèce de continuum qui fait que pour la Martinique, ces années sont très lisses finalement. Elle a échappé à ce que d'autres îles toutes proches connaîtront. Je pense qu'à point nommé, la comparaison viendra avec une Guadeloupe qui n'a pas connu dans les mêmes moments tout à fait la même histoire. Ça fait partie de ces éléments qui participent beaucoup à la différenciation, je pense, des deux îles voisines qui, précisément dans ces années, ne connaissent pas du tout la même histoire. En termes de relations maritimes, il faut, on le sait, un certain nombre de semaines. Il faut 3 semaines minimum pour venir des Antilles en France, c'est souvent davantage. Et en retour, il faut 2 mois. Donc ce qui veut dire que pour que la boucle soit réalisée en droiture, 3 mois, c'est cool. Et du coup, des événements annoncés à Paris lorsqu'ils arrivent dans les Antilles vont arriver dans un moment où en métropole même il s'est déjà passé autre chose. Et ça complique considérablement les choses, sachant que un deuxième problème s'y greffe, c'est le mode de transmission, comme vous le disiez. C'est-à-dire, il y a bien sûr le passage par la voie maritime, mais après, l'information est toujours
Oui, et puis elle passe dans des bouches blanches, j'ai envie de dire. Les agents, les facteurs, on pourrait dire, sont parfois de couleur et la transmission se fait avec une déformation à chaque écho jusqu'au niveau des esclaves des villes ou des plantations. Alors partant de là, vous voyez, il y a le rapport au temps qui est compliqué et il y a aussi celui du mode de transmission qui passe par des oreilles et des voix différentes, du coup, qui rendent un écho parfois discordant. Autant vous dire que ça aggrave et que ça complique les choses plus que ça ne les règle. Hein. Je crois que vous posez une question vraiment tout à fait essentielle, qui est comment circule l'information en temps de révolution. Il faut quand même 4 jours pour que les nouvelles parviennent du cœur de la Vendée à Paris. Les nouvelles les plus contraires arrivent de Vendée, signées de généraux républicains, signées d'envoyés en mission, qui veut dire que bon, le comité de salut public lui-même a beaucoup de mal à savoir ce qui est vrai des nouvelles qu'il reçoit de la France elle-même. C'est que très vite, un homme comme Brissot, dans Le Patriote français, dès le mois de juillet 1789, et qui met au cœur de son combat politique la question de l'abolition, dit « Méfions-nous, parce que tous ceux qui sont contre l'abolition, tous ceux qui sont contre le peuple, tous ceux qui sont contre les luttes d'émancipation, utiliseront toujours les nouvelles contre nous, et utiliseront toujours les nouvelles des soulèvements des esclaves, qui sont logiques et légitimes vu l'état dans lequel on les maintient, pour montrer que ces révoltes sont fauteuses de troubles, fauteuses d'anarchie, fauteuses de désordre. Donc vous voyez, ce que vous posez comme question est essentiel, parce que très vite, certains acteurs politiques ont compris que ces nouvelles-là étaient toujours déformées, étaient toujours jouées, manipulées contre des gens qui se révoltaient pour leur émancipation, pour leur liberté. Donc c'est vrai que la question de la circulation des informations est essentielle. David Guégus montre que la moitié des révoltes et des soulèvements d'esclaves qu'il a étudiés, donc sur la période large 1790-1820, la moitié sont dues à des nouvelles qui proviennent de Saint-Domingue et du soulèvement des esclaves. Donc Cluny, il intervient pour l'élection des députés à la constituante et à la législative. Pour l'élection des députés à la Convention, il est déjà mort, parce qu'il meurt en juillet 1792, et la convocation pour les députés de la Convention, c'est le 22 août 1792. Donc, et puis, enfin bref, c'est avant le 10 août. D'autre part, par rapport à la position de Cluny, alors Cluny, c'est un partisan du préjugé de couleur, mais c'est quelqu'un de pragmatique. Notamment parce que lorsqu'il se bat contre les patriotes, parmi les troupes des aristocrates, il y a beaucoup de libres de couleur, notamment les libres de couleur, planteurs, qui sont fils naturels de planteurs, qui combattent pour leur père naturel ou leur frère naturel. C'est ce qu'on voit d'ailleurs en Martinique. Et donc, finalement, c'est pas pour lui un grand sacrifice que d'appliquer cette loi du 28 mars 1792 qui donne la citoyenneté aux libres de couleur, surtout que ça crée très peu de véritables citoyens pouvant voter. Vu qu'il faut au niveau des ressources, il y en a assez peu. Enfin, vu les deux conditions, c'est-à-dire être libre de naissance en ayant eu ses 2 parents libres et avoir un certain seuil de ressources, ces deux conditions font que s'il y en a quelques-uns qui sont électeurs, mais ils ne sont pas suffisamment nombreux pour être élus. Moi, je suis Didier Détouche, maître de conférence en histoire du droit. À la veille, justement, de cette révolution, est-ce que, selon vous, la question qui se pose pour les révolutionnaires dans les colonies, même en métropole, est-ce que la question fondamentale n'est pas celle, justement, de l'ordre, pour rebondir sur ce que disait le professeur Cernin, c'est-à-dire un ordre, effectivement, juridique, mais aussi économique, révolutionnaire qui va être substitué à un ordre monarchique, et on sait l'importance du mot ordre pour la monarchie, et en même temps il y a cet ordre colonial qui vient poser cette question: est-ce qu'un ordre colonial peut, oui ou non, entrer dans la dynamique révolutionnaire, appartenir à la dynamique révolutionnaire et donc être réformé, de même que tout sera réformé plus ou moins sous la Révolution, à quelques exceptions près, notamment droit civil. Alors, est-ce que la question de l'ordre, finalement, c'est pas celle qui se pose, plus, et j'en viens au deuxième mot qui, à mon avis, définit aussi bien que le mot ordre la relation juridique entre
la France et l'outre-mer de façon générale jusqu'à aujourd'hui, c'est la question de statut. Est-ce que c'est pas plus une question d'ordre qu'une question de statut, statut non libre, statut des différentes couleurs, statut constitutionnel et administratif, c'est-à-dire département, colonie? Est-ce que l'ordre est plus important donc au début de la Révolution dans l'action et la pensée des révolutionnaires que le mot statut qui est plus juridique? Sur la question de l'ordre, la simple chose que je peux dire, c'est que c'est pas une rupture d'ordre, puisque les pouvoirs des gouverneurs sont en quelque sorte recomposés, mais ils sont toujours là. Hein, et c'est ce système de l'autorité qui doit se référer à quelque chose. Finalement, c'est le gouverneur qui représente l'autorité. Ça n'a pas du tout... Donc, derrière le gouverneur, il y a effectivement les pouvoirs de police, il y a les pouvoirs de nomination des officiers de l'armée. Tout ça, il y a une continuité entre la période justement d'avant l'abolition et la période d'après. Globalement, là-dessus, d'une certaine façon, il n'y a pas eu de dissolution pour un nouvel ensemble qui représenterait l'autorité. Donc de ce point de vue-là, voilà comment moi je vois le problème. Je voulais dire simplement pour les informations que la circulation entre la métropole et les colonies, en période normale, c'est 3 semaines. En période de guerre, c'est pas moins de 2 mois. Et il fallait passer par Philadelphie, d'où ce que j'ai insisté. Et donc, à Philadelphie, le miroir de Philadelphie par rapport aux informations qui provenaient de la colonie ou qui provenaient de la métropole est tout à fait fondamental. Le miroir des États-Unis est fondamental. Et le troisième point pour les statuts, etc., pour les problèmes de race. Alors, Moreau de Saint-Méry, Éric mentionnait, dans son ouvrage, certes, Moreau de Saint-Méry, c'est celui qui va chercher, traquer la moindre goutte de sang, etc. Néanmoins, il cite le cas, par exemple, du capitaine Vincent, qui était un noir, manifestement, qui a plus de 100 ans, au Cap, et qui avait dirigé la compagnie des Nègres Libres du Cap, qui avait été à l'assaut de Carthagène. Et donc, il le retrouve à la fin du XVIIIe siècle, et où il le retrouve où, ce capitaine, qui manifestement est un noir, il le retrouve à la table du gouverneur. Donc, ça nuance aussi un petit peu. Ça complète aussi, ça complète ce que disait Sudel, c'est-à-dire qu'il y a la question de la couleur, la question donc de la race au sens large, et la question du statut. Et parfois, le statut est beaucoup plus important que la couleur. Je vais être très rapide sur la question d'ordre. On peut l'analyser de 2 manières. Il y a l'ordre politique, mais il y a aussi l'ordre moral. Et cet ordre moral, justement, c'est cet ordre colonial, c'est cet état d'esprit qu'il faut conserver. Hein, mais on veut conserver cet ordre colonial qui s'appuie sur le système, et un système colonial, c'est-à-dire l'esclavage qui est fondateur à ce niveau. Mais c'est aussi l'occasion, pendant cette période, sur le plan politique, de dire, enfin, nous, on veut exercer des responsabilités. Et c'est notamment la création de communes qui permet déjà de mettre en place dans la période qui suit 94, dans les années 1792-91, c'est-à-dire on met en place des communes, et puis il y a la naissance de ces assemblées coloniales, que ce soit en Île-de-France ou à La Réunion. Et là, on prend des responsabilités politiques, même le pouvoir du gouverneur reste là, mais on est là, on se dit, voilà, enfin, par rapport à ce qui s'est passé depuis la Compagnie des Indes et la période coloniale, on est là, on existe. La société de non-droit n'existe pas. Mais nous, société de droit, on existe. Philippe Sadikale, je suis enseignant-chercheur en histoire anglophone, histoire sociale des États-Unis. Donc le contexte de Saint-Domingue, en fait c'est juste une notion que vous avez évoquée, chers collègues, et que je n'ai pas malheureusement bien saisi. C'est une notion qui faisait allusion à 4 parts que vous avez donc commentées dans le contexte qui précédait la première abolition de Saint-Domingue. On est peut-être dans les applications. La question agraire est évidemment parfaitement fondamentale. Alors, ce qui avait été prévu dans les dispositions, c'était pas la réforme agraire, même si, autour de Paul Verel, il y a des débats. Je vais pas rentrer dans le détail. Simplement,
Concrètement, ça se passait de la façon suivante. Les habitations qui étaient donc prolongées ou mises sous séquestre après le départ des propriétaires, les revenus de l'habitation étaient partagés en 3. Alors, l'histoire de 3 ou 4, c'est le problème de savoir ce qu'on fait de l'investissement. La 4e part serait donc l'investissement, en quelque sorte. Les 3 autres parts étant la part qui revient aux propriétaires, la part qui revient aux cultivateurs, à la masse des cultivateurs, donc c'est le salaire, d'une certaine façon. Alors avec des débats énormes là aussi, pour savoir si c'est le salaire ou l'intéressement, ce qui n'est pas la même chose. Et puis la 3e part, c'est la part de l'impôt, puisque c'est la part de l'État. On dit dans les textes, c'est la part de la République. Donc c'est vraiment la question agraire. Alors j'ai pas développé, je pense, voilà, pour préciser, mais c'est vraiment un problème absolument fondamental pour les applications. Derrière ce débat, il y a une dimension économique qui est fondamentale et qui explique en fait les enjeux qu'il y a dans le monde occidental, bon, j'allais dire le monde occidental, en Europe, sur la domination. On passe de l'époque mercantile et on arrive fondamentalement dans le système capitaliste. Il y a des enjeux économiques qui poussent. Bon, on va peut-être revenir sur cette dimension, mais une question qui en vous écoutant, comment un esclave à l'époque pouvait différencier un royaliste d'un républicain? Sachant qu'un républicain, il était dans les colonies pour le même objectif que le royaliste. Comment? C'est une question très importante que vous posez. Et en gros, la réponse, c'est que l'esclave choisit son camp en fonction de plusieurs éléments. Premier élément, c'est d'abord le camp de son maître. Donc, plus fréquemment, l'esclave choisit le camp de son maître. Mais il y a un deuxième élément, et c'est ce qu'on voit dans la révolte de Trois-Rivières. Au départ, ces esclaves sont armés par les royalistes pour permettre, avec les royalistes, un débarquement anglais. Et puis ils se retournent contre leur maître. Alors le retournement contre leur maître, alors il y a plusieurs interprétations. Auguste Lacour explique que c'est un des commandeurs, c'était le commandeur de Coquille du Gommier, qui se serait retourné contre son maître parce que, enfin, Coquille du Gommier a sa plantation à Trois-Rivières confisquée. Et c'est un nouveau maître, le chef des royalistes. Vous voyez, c'est intéressant ce cas-là. Coquille du Gommier, c'était le chef des patriotes. Son habitation est confisquée et c'est Brindot, le chef des royalistes, qui est à sa place. Et le commandeur en question, qui s'appelle Jean-Baptiste, d'après Lacour, il aurait changé de camp. Enfin, il aurait suivi le camp de son ancien maître parce qu'il n'aimait pas son nouveau maître. Il était commandeur qu'il aurait laissé sous la touche. Donc, vous voyez, c'est pas seulement le politique, il y a aussi l'affectif. Il y a des éléments qui font qu'à un moment donné, l'esclave se dit, bah tiens, et l'esclave, il observe le contexte. Il voit qu'à ce moment-là, les plus forts sont les républicains. Eh bien, il voit que sa chance d'obtenir la liberté, notamment par les armes, c'est de choisir le camp républicain. Et à l'inverse, à Saint-Domingue, Jean-François, Biassou, les chefs de l'insurrection du Nord, ils prennent le camp des royalistes et des Espagnols, parce que le rapport de force est en faveur des Espagnols et que c'est le moyen pour eux de garantir leur liberté. Et quand Toussaint Louverture, on le verra après, se rallie à la République, c'est aussi pour lui un moyen, enfin déjà il a des bisbilles avec Jean-François et les autres, Jean-François Papillon, et il se rallie, vous voyez, il y a toujours, c'est le jeu, mais c'est le jeu politique que l'on voit, lorsqu'on analyse bien la politique en Guadeloupe, on voit des gens qui sont à gauche, puis qui passent à droite, puis qui repassent à gauche, puis... Hein, je vais pas citer des noms, mais vous les connaissez tous. Donc, à ce moment-là, et voilà, les choix se font. En gros, l'esclave combattant qui choisit une faction, il le choisit toujours en fonction de son intérêt. Ça vous dit quelque chose par rapport à la situation actuelle, peut-être? Justement, vous voyez comment l'histoire peut éclairer aussi le présent, et de toute façon, un territoire, un peuple se nourrit directement de son histoire.